La France recèle de nombreux lieux insolites. Des lieux bien souvent qu'on croise au détour d'un chemin, d'un voyage, auquel on ne prête aucune attention. Et pourtant, certains recèlent des trésors. Dans cette vidéo, je t'emmène à la découverte de gargouilles, de monuments aux morts ou d'églises. Et certains lieux recèlent de véritables trésors. Nous sommes dans un petit village de l'Allier et ce petit village nous propose un objet insolite. C'est une horloge à billes. Il n'y en a que 3 au monde. Une à San Francisco, une à Munich et une ici à l'Avoine. Bon, on est en hiver, elle n'est pas en fonctionnement. Elle marche avec une roue à aube, ce qui fait que forcément, avec l'hiver, pour pas que les canalisations gèlent et que ça détruise un peu plus la machine, elle n'est pas en fonctionnement. Donc si tu viens en été ou au printemps, je pense que tu la verras en fonctionnement. On est dans le petit village de Bruère-Alichamps, que tu dois sûrement pas connaître. Une borne milliaire, c'est une borne qui indique 3 directions au temps des Romains. Mais c'est pas ça qui est insolite. Ce qui est insolite, c'est que le géographe Johann a calculé le centre de la France. Et il s'avère que le centre de la France, c'est exactement ici, à Bruère-Alichamps, sur la borne millénaire. On peut y passer très facilement à côté sans s'en apercevoir. Et si tu viens ici, à Bruère, ou si tu y passes, arrête-toi. Et tu seras exactement au centre de la France. À la fin de la guerre d'Indochine, en 1955, pas mal d'Indochinois ont été rapatriés ici, à la Brosse. Et
et pour remplacer les mineurs, parce qu'il y avait une mine. Et au fil des ans, ils se sont intégrés à la population. Ils ont créé une communauté. Et cette pagode a été créée en 1983. Donc on peut la visiter, sauf que c'est fermé, donc comme d'habitude. Donc n'hésite pas à venir ici, je te mettrai le lien dans la description. Le seul monument aux morts en France pour lequel la guerre soit maudite. Et on retrouve ceci dans le petit village de Gentieux. Le petit garçon avec son poing levé, comme pour dire plus jamais ça. Le village de Masgo, c'est un village qui est complètement sculpté. Tu as plein de sculptures. Et je vais te faire découvrir ça. C'est aussi un petit village insolite. Le village cache de bien curieuses curiosités et sculptures insolites. Le village de Masgo cache une particularité. À l'instar du facteur Cheval, François Michaud, qui était paysan et sculpteur, a sculpté ici et orné tout son hameau. On peut y découvrir Napoléon, une femme nue, un renard, une pelette. Et François Michaud rejoint les sculpteurs tels que le facteur Cheval ou l'abbé Fourré. Et on repart vers un autre lieu. Cléda est un petit village sur le plateau des 1000 Vaches. C'est un village abandonné et je vais te le faire découvrir de suite. En 1164, l'évêque de Limoges décida d'y établir la chapelle et d'y bâtir une maison des pauvres. Les visiteurs sont attirés par l'étrangeté du lieu. Au milieu d'un chaos rocheux dominant la vallée de la Corrèze. Les chaos rocheux qui ont été sculptés par les intempéries
Un village abandonné en plein milieu d'une forêt de 1000 hectares. C'est aussi le point de départ de plusieurs randonnées. Donc si tu aimes marcher, c'est le moment. Voilà ce qui reste de la fontaine. C'est un petit village, loin de tout, et c'est pour ça qu'il a été abandonné. En 1943, des résistants se sont installés en dessous du village, juste en dessous. Le 4 mai 1944, les Allemands les délogèrent. 2 furent tués, 3 déportés, et les autres, sur les 25, ont réussi à s'échapper. À l'entrée du village, la source Sainte-Madeleine, elle est censée guérir les maladies de peau, et un pèlerinage se faisait ici jusqu'en 1954. Là, je m'arrête sur la route pour t'emmener voir un petit lieu insolite. Une chapelle. Ouais, je sais, c'est... Mais là, ça va te surprendre. C'est un ancien lieu druidique où une source était vénérée, où au XIIe siècle, on a construit cette petite chapelle. Chaque mardi de Pâques, on y célébrait des cérémonies religieuses et une grande foire. Et sur l'autel, sur la pierre de l'autel, on roulait les enfants, les jeunes enfants, pour leur donner la force de marcher. C'est pas l'intérieur qui nous intéresse. Aujourd'hui, je te montre l'extérieur. Ça sera un petit peu insolite. Ce que je t'emmène voir, c'est des gargouilles. Lors de la restauration au XIXe siècle, on a demandé à ce que Jean-Louis Boistel refasse les chimères, refasse les gargouilles, parce qu'on n'avait pas de dessin sur ces représentations. Il en a recréé 28, dont Alien, Gizmo, Gremlin, Lankou, qui jure un petit peu avec ce qu'on connaît comme gargouille d'habitude sur les édifices religieux.
Si tu passes par là, arrête-toi, il y a un petit parking juste à côté. Tu pourras déjeuner, pique-niquer et après venir admirer ces gargouilles. Allez, je t'emmène dans un autre lieu. On est à Cognac, pas pour te présenter le spiritueux que tu connais ou le festival du film policier, mais pour te présenter un petit monument mort insolite. Tu as remarqué quelque chose d'insolite? Non? Je te montre mieux. Regarde ça. Oui, ce sont les dates. Et je vais t'expliquer. Tu as bien vu, c'est l'inversion inhabituelle des années sur le monument aux morts. Et on a une explication. En fait, il faut voir la symbolique de la statue qui a été sculptée. Le sculpteur Paul-Albert Bartholomé a sculpté deux femmes. Une avec un casque, l'autre avec un voile. Celle avec le casque représente la victoire. Celle avec le voile représente la défaite. En dessous, on a 1918 de la victoire, la femme avec le casque, qui console la défaite de 1870, la femme avec le voile et le glaive. Comme le monument a été fait en 1921 et 22 et inauguré en 1923, la guerre de 39-45 n'avait pas encore été faite forcément. Au moment de rajouter les morts de 39-45, on a gardé l'esprit de la victoire qui console la défaite, d'où 1945-1939. Le monument a été démonté et remonté ici. Et quand on l'a remonté, on a perdu l'épée que la femme qui représente la défaite embrassée. Voilà, le mystère est résolu. Allez, on continue. Tu vois, on est à la douane. Je t'emmène dans une principauté que tu ne connais pas. Une petite commune située dans le Béarn, composée de 130 habitants, est devenue une principauté, la principauté de Las. Déclarée dans le journal officiel comme principauté, elle se devait d'avoir un blason et une devise, passion et audace. Et cette petite principauté de 6 km² n'a rien à envier à Monaco. Dans cette vidéo, je te fais découvrir le centre de la France. Là, à Las, je te fais découvrir le centre du monde. Et oui, depuis la mort de Dali, la gare de Perpignan n'était plus le centre du monde. La CCI de Bayonne croyait l'avoir redécouvert. Or, elle a fait une erreur de 60 km. C'est le célèbre professeur Koudouï de la Reims qui a refait les calculs et a démontré que le centre du monde se trouvait bien en Béarn, à Las. Et une principauté digne de ce nom se doit d'avoir son Las Vegas Boulevard. Les étoiles disséminées sur le Las Vegas Boulevard te fera découvrir les personnalités qui ont participé au festival. Et ce festival attire plus de 12 000 personnes chaque année. Et en plus, cela te fera découvrir le village. Comme Monaco, la principauté se devait d'avoir une course, et elle l'a eue. Une course, oui, mais pas une course automobile. La principauté est bien trop petite pour ça. Donc, il fallait bien trouver une course populaire. Et cette course, c'est les 3 heures de la brouette. Chaque année, les gagnants de l'année précédente viennent remettre leur titre en jeu. Si tu décides de t'expatrier ici, tu recevras un passeport de la principauté, bien entendu. On va laisser la principauté et continuer sur un autre lieu. On est à Arès, de l'autre côté du bassin d'Arcachon,
Et le maire, ici, a fait construire quelque chose d'insolite. Sauras-tu trouver ce que c'est? Ni un moulin qui a la forme d'une tour, ni un canon. Le 15 août 1976, ce site a été réservé par décision de monsieur le maire Christian Raymond pour accueillir sur notre planète les voyageurs de l'univers. Il a créé le premier ovniport et reconnu comme le premier ovniport du monde. Je sais, tu vas encore me dire que je vais encore t'emmener voir une église, mais forcément, si je suis là, si je t'emmène là, c'est qu'il y a quelque chose d'insolite. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas pour la beauté exacte de l'église, bien qu'elle soit très belle. Vas-tu trouver ce qui est insolite? C'est un véritable Rembrandt. Tu n'en trouveras que dans les musées ou chez les particuliers. Et là, on se retrouve avec une œuvre qui vaut plus de 90 millions d'euros dans une petite église de village. Si c'est pas insolite, ça. En 1804, la famille Dufour, originaire du Madagenais, partie depuis une génération à Dunkerque, aurait acheté cette toile dans une vente publique. Elle en a fait don aux paroissiens en souvenir de son séjour dans le village. En 1906, il y a séparation de l'église et de l'État. Et le tableau est devenu propriété de la commune. On est entre Hendaye et Irun et je voulais te montrer ça. C'est une île, mais quelles pourraient bien être ses particularités? Qu'est-ce qui pourrait être insolite sur cette île? Cette île, c'est l'île aux faisans. Eh bien, la particularité de cette île, c'est qu'elle est 6 mois française et 6 mois espagnole. En fait, tous les 6 mois, il y a une cérémonie pour repasser l'île à l'état français ou l'île à l'état espagnol. Donc ça veut dire que les frontières françaises et espagnoles bougent. On gagne du terrain tous les 6 mois, ou tous les 6 mois, on en perd. À 2 km d'Haro, on trouve une petite chapelle. On ne pourra pas y rentrer parce qu'elle est fermée. Son petit truc insolite, c'est qu'elle est traversée par une route. Oui, je sais. Tu vas encore me dire, il va encore nous faire visiter une église. Mais celle-là, elle est particulière. Dès l'arrivée sur la façade, on voit 2 niches, à gauche et à droite, et c'est dedans que l'on mettait les gisants. Sur les piliers, tu vas voir des scènes différentes. La sculpture des chapiteaux des 2 portails mérite à elle seule le détour. L'étonnant décor de l'archivolte du portail attire le regard. Masque grimaçant, hurlant, épouvanté, calme ou pensif. Et c'est une église templière, c'est la dernière église templière de France. Et on peut la considérer comme une église forte, comme un château fort. D'ailleurs, il reste encore le système pour bloquer la porte, avec la poutre qui rentre dans le mur. La chaire date de bien plus tard. C'est la seule chose qui reste de la commanderie
qui était juste à côté, c'est cette église. Et toutes les peintures qu'on peut encore découvrir datent du XIIIe siècle. Et regarde aussi l'épaisseur de ces murs. J'espère qu'elle t'a plu et on va continuer sur un autre site. Je t'emmène voir, enfin si j'arrive à le trouver, parce que je vais t'expliquer, un objet complètement insolite. Ça fait déjà 3 semaines que c'est une vraie chasse au trésor pour moi, parce que je connais l'objet, sauf que je ne sais pas où il est. Donc j'ai remédié avec des cartes, avec Google Maps, avec Géoportail, et j'ai réussi à définir à peu près 3 emplacements où il est susceptible de pouvoir être. Et comme chaque chasse au trésor, c'est 80% de recherche en bibliothèque ou dans les bouquins et 20% sur le terrain. Donc si je te montre, eh ben c'est que je l'ai trouvé. Donc je te présente ça. C'est un sous-marin. C'est ce que je cherchais depuis quelque temps. Et ce sous-marin a une véritable histoire. Bien sûr, maintenant c'est un amas de tôle, mais il fallait voir dans les années 80 la splendeur qu'il était. Bernard Pierson a construit l'Amitié. Immatriculé ST 133 447 sous le nom de l'Amitié. C'est un navire qui a eu son heure de gloire sur le littoral languedocien. D'un esthétisme très particulier, mi-navire, mi-engin du capitaine Nemo. Mis à l'eau en 1981 par Bernard Pierson, actif militant de la lutte contre la vivisection, où il vivait dans son fourgon, sur lequel il était inscrit plein de pensées. Mais un petit retour en arrière s'impose. En 1959, à Montpellier, Bernard a 28 ans. Il travaille à la sécurité sociale. À ses heures perdues, il rêve de voyage et faire le tour du monde, comme tout le monde, rencontrer des gens, voir des paysages. Mais il lui faut un navire. Qu'à cela ne tienne, il va le construire. Mais Bernard n'est pas ce que l'on appelle un marin d'eau douce. Il a quitté les bords du Lez et a voyagé dessus pendant 14 ans. Il a été aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Zélande, en Italie, en Espagne, jusqu'en Yougoslavie, en Allemagne, au Luxembourg, en longeant les côtes ou sur les rivières et les canaux européens. Et pendant ce voyage, il a voulu transmettre des messages, construire un monde meilleur et la protection des animaux. Avec désormais ses 92 ans, il rêve encore de remettre à l'eau l'amitié, une histoire à suivre. Il était encore dans le canal, il n'y a encore pas si longtemps. En début juillet, les autorités ont sorti le sous-marin du canal pour le mettre sur le côté. Tu as déjà roulé sur un circuit automobile avec ton fourgon, ton camping-car, et pourtant
Il y a des circuits automobiles qui restent dans les mémoires. Le Castellet, Manicourt. Et d'autres ont été complètement oubliés, jusqu'à leur structure, restaurée par une poignée de passionnés, pour que l'on se souvienne encore de ces grandes heures de l'histoire automobile, des championnats de France, des championnats du monde, où un certain Juan Manuel Fangio a gagné 3 fois sur ce circuit, sur Alfa Romeo, dans les années 50. On est à côté de Reims, sur le circuit Reims-Gueux, sur la départementale 27. Une grande partie des stands et une partie du tracé sont encore visibles. Grâce à une association, les Amis du circuit de Gueux, créée en février 2007, pour conserver les traces de ce circuit mythique et apprécié des concurrents de l'époque. Ce circuit qui a été utilisé pour la première fois en 1925, qui a vu passer des Grands Prix de France et la première course de Formule 1, courue en 1950. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à modifier le tracé pour permettre au circuit d'être encore plus rapide. Pour cela, on va abattre les arbres des bords de route. Les vieilles maisons ont été démolies. Ainsi, on y verra de nombreuses batailles se succéder, constituées de glissades et de vitesses élevées. Le circuit sera fermé définitivement en 1972. Il aura accueilli 14 Grands Prix de France de Formule 1. Le circuit va renaître de ses cendres en juin 1996 pour accueillir un record de vitesse sur moto électrique. Il faudra attendre septembre 2007 pour le voir revivre au milieu d'infrastructures partiellement rénovées. De nombreux véhicules d'époque ont pris part à la manifestation, incluant des démonstrations et des courses historiques. D'ailleurs, la Mercedes-Benz W196 avec laquelle Fangio gagna sur ce circuit en 1954 était présente, pilotée par Jean Alesi. Maintenant, il est encore utilisé pour des séances photos de revues de voitures anciennes. Et on repart pour une nouvelle destination. Je t'emmène aujourd'hui dans un petit village. Et c'est pas pour te montrer un chapiteau. Je ne t'emmène pas voir un château, ni une chapelle, mais sûrement pour te montrer un chapitre. Parce qu'on est à Gouttières. Gouttières et ses 352 habitants. Et des chats, les chats de Gouttières. Accueillis par un chat, mais pas n'importe lequel, le chat botté. Tout commence en 2019 avec 3 graffeurs. Et maintenant, les chats de Gouttières sont un petit peu comme les œufs à Pâques. Et il y en a plus de 70, ce qui va t'amener forcément à faire une chasse. Et il faudra que tu les déniches. Peut-être dans des jardinières, ou bien sur des boîtes aux lettres. Et il y en a même un sur le monument aux morts. Sans silhouette féline sous la lune rouge, sentinelle et immobile, puis l'une bouge. Il court la ville, a disparu. Quand l'aube s'illumine, ils ont disparu. Le royaume s'évanouit au soleil levant. Mon sourire s'épanouit, je sommeille devant. Graffés, sculptés, il te faudra tous les trouver. Même si tu es un chasseur et que tu vas avoir des chaloupés, ou que tu ne trouves pas le chalet, il ne faut pas que tu aies de chagrin. Tu auras jusqu'à la mi-août. Chat chéchure. Garde le sourire. Sinon, les habitants te feront
des chatouilles. Je pense que c'est un petit village pour lequel on peut tirer son chapeau. Allez, je t'emmène pour une autre destination. Mais que fait un phare en plein milieu de la plaine champenoise? Pour faire connaître sa marque de champagne, créée en 1909, Joseph Goulet décide de faire un coup de publicité. Construire un phare sur une butte au milieu du vignoble champenois. Le soir, la lanterne se met à tourner et à éclairer les collines de Verzenay, jusqu'à être visible depuis Reims. C'est l'un des premiers édifices de la région en béton armé. Durant les années folles, au pied du phare, on verra s'élever un restaurant et un théâtre, installés dans des bâtiments annexes. Une guinguette populaire fut également ajoutée pour faire face à l'engouement suscité par l'édifice, qui devient rapidement un lieu de rencontre incontournable des Rémois. Durant la Seconde Guerre mondiale, le phare était utilisé comme poste d'observation. Au lendemain de la guerre, seule la tour en béton armée a résisté aux tirs. Les bâtiments annexes ont tous été détruits, mais le phare est sauvé de l'effondrement. Aujourd'hui, le phare est devenu un écomusée. En fin de visite, l'espace dégustation donne la possibilité de goûter les plus prestigieuses cuvées de viticulteurs de la montagne de Reims. Je m'arrête dans le petit village de Schorbach et c'est pour te montrer un lieu insolite qui est par là. Encore une église, tu vas me dire? Eh bien non. Et suis-moi. En face de l'église, il y a ce bâtiment qui date du XIIe siècle. Et dedans, il y a et on y a déposé des ossements du XIIe siècle jusqu'à la Révolution française. Un pan de l'histoire humaine entre crâne et tibia. Alors, c'est pas insolite ça? Bon, je t'emmène dans un autre lieu. Maintenant, je t'emmène dans une forêt de légende, une forêt unique. Et pourtant, on l'a cru unique jusqu'au début du XXe siècle. Rentrer dans une forêt aux arbres étranges et surprenants, des êtres tortillards que l'on appelle des faux, des arbres qui restent une énigme pour les biologistes. Et se retrouver seul dans cette forêt quand vient la nuit et que ces êtres tordus reprennent vie. Un moment où l'on se rappelle les histoires que l'on racontait au coin du feu en hiver, ces récits très anciens que l'on se transmettait de bouche à oreille. L'histoire d'un menuisier tordu, bossu et rachitique. Il se serait épris en secret de la plus belle fille du village, même s'il était né avec la différence qui fait qu'on le regarde avec méfiance. Impossible cependant pour le difforme de déclarer sa flamme. Et on peut le comprendre. Mais il est prêt à tout pour séduire la belle. Et il n'a qu'une solution, recourir au service d'une sorcière. Elle lui promet un élixir qui va le faire revenir dans la normalité. Elle va faire macérer dans son chaudron toute une panoplie d'ingrédients plus suspects que les uns que les autres.
Notre menuisier va se saisir du bol rempli d'une espèce de soupe saumâtre et écœurante que la sorcière lui tend et s'empresse pourtant de l'ingurgiter. La potion fait effet. L'homme se transforme rapidement en un jeune homme séduisant. Et il va faire tomber la belle convoitée sous son charme. La suite, vous la connaissez. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Hélas non, car tous leurs rejetons avaient hérité des tares paternelles. Ils se révélèrent les uns après les autres, aussi cagneux et biscornus que l'avait été leur père. La sorcière ayant disparu entre-temps, il était impossible aux jeunes parents de réparer à nouveau cette malédiction. Le couple désemparé dut alors se résoudre à perdre un par un sa progéniture dans la forêt. Abandonnés à eux-mêmes, incapables d'avancer, épuisés, affamés, les rejetons s'enfuirent peu à peu dans le sol et s'immobilisèrent pour devenir ces arbres nains dont les membres torturés s'entremêlent et se multiplient au gré du temps. On ne joue jamais impunément avec la magie et ces êtres au tronc tortueux qui tourbillonnent en arabesque et attestés de leur présence dès 1644 dans les écrits des moines, les moines de l'abbaye de Saint-Basle. C'est au cours du VIe siècle que Saint Basle évangélisa la Lorraine en compagnie de Saint Rémy, et il vint s'établir en ermite dans la forêt de Verzy. Une abbaye sera fondée dans la forêt au 7e siècle. Elle sera vendue à la Révolution comme bien national, puis détruite. Les faux seraient une punition divine infligée aux mécréants. On se laisse à croire qu'un moine de Saint-Basle ait jeté la malédiction en devenant ces êtres tordus. Certains faux ont un nom, et il y en a un qui s'appelle le faux de la demoiselle. Nommé ainsi car, selon la légende, Jeanne d'Arc serait montée sur l'une de ses branches afin d'y faire la sieste. Malheureusement, ce faux a été foudroyé pendant un orage de l'été 2017. Et l'emplacement des faux correspondrait au jardin de cette abbaye. De l'abbaye, il ne resterait plus que cette petite chapelle. La science y voit probablement une mutation génétique. Mais derrière les légendes, ne dit-on pas qu'il y a une part de vérité? J'espère que ça t'a donné envie de venir voir ces lieux. Moi, je retourne sur les routes pour de nouvelles histoires, de nouveaux lieux. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu verras sur ta route. Allez, ciao!